On va démarrer du coup. Donc merci à tous d'être connectés pour ce webinaire qui est dédié à l'implantation donc aux États-Unis et plus spécifiquement à San Diego. Donc j'ai la chance d'animer ce webinaire qui est co-organisé donc par la French Tech Pays Basque et la French Tech San Diego. Donc ça fait partie d'une thématique de la French Tech Pays Basque, mon innovation et l'international, qu'on anime déjà depuis 1 an et demi. Et donc on fait ce type de webinaire dédié à l'implantation dans d'autres écosystèmes à l'international. Donc on a fait Sydney, Singapour, Tokyo, Berlin, Casablanca et aujourd'hui donc San Diego. Donc, on est ravis. On va vous présenter rapidement notre French Tech à chacun. Et ensuite, on va faire un tour de table. Et enfin, on va passer à un snapshot et à la table ronde. Du coup, je vous explique tout ça juste après. Hubert Forgeot, le président, s'excuse. Il a dû partir en déplacement. Donc, c'est moi qui vais présenter la French Tech Pays Basque en une slide. Et puis, ensuite, Olivier présentera la French Tech San Diego. Donc la French Tech Pays Basque, elle a 3 ans maintenant. Elle est née en 2020. On a été labellisé donc en mai 2020. Elle est vraiment dédiée à l'innovation au Pays Basque, toutes filières confondues, technologiques et non technologiques. Et on a 2 collèges adhérents. On a les entreprises innovantes, start-up et l'écosystème avec les partenaires, les structures de formation et les structures d'accompagnement, accélérateurs, incubateurs, donc au sens large. Notre ambition, c'est de valoriser l'innovation qui vient du Pays Basque et de fédérer tous les acteurs autour de l'innovation sur notre territoire. Donc voilà, nos missions et notre quotidien, c'est de créer de la synergie, apporter de la visibilité au projet et puis créer un pont avec l'international. Donc ça fait partie de nos piliers avec la transition écologique et l'attractivité des talents. On a l'international comme 3e pilier et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans ces webinaires. On est évidemment en lien avec la mission nationale au niveau du ministère de l'économie et des finances et on est en lien avec les autres communautés de la French Tech, dont San Diego, à qui je laisse la parole et que je suis ravie. Voilà, je suis vraiment ravie de co-organiser cet événement avec vous. Hop, je passe la slide ou pas, elle ne veut pas se passer. Bon. Alors, Olivier, je te laisse la parole et puis je... Ah si, ça marche, top. Okay. Merci Nila, ravi également de cette collaboration, parce que c'est la 2e fois qu'on fait quelque chose ensemble. On est très content de se connecter de l'autre côté de l'Atlantique, parce que c'est aussi notre mission. Et la French Tech de San Diego, en fait, c'est une French Tech qui est nouvellement labellisée, puisqu'on a l'honneur et la chance d'être labellisé depuis février de cette année, donc c'est tout nouveau, quelque chose qui démarre. Et la particularité de la French Tech San Diego, c'est que ce label et la French Tech, elle est portée par la Chambre de commerce de San Diego. Donc, c'est-à-dire que c'est la Chambre de commerce qui a été labellisée. Et donc là, on a une même organisation, en fait, qui va se focuser et servir une communauté plus particulièrement technologique. Voilà. Donc, j'ai la chance de présider cette French Tech San Diego. J'ai la chance aussi de présider la Chambre de commerce de San Diego, donc c'est plus simple. Et je travaille de main dans la main avec donc Sylvie, qui est la directrice donc, de la Chambre de commerce de San Diego, et donc qui est aussi la community management de la French Tech. Donc, une équipe, on va dire, rodée. Nos missions, la mission première, donc c'est vraiment de promouvoir en fait l'innovation française et l'expertise française dans l'écosystème de San Diego, donc dans ce sens-là, parce que donc ça c'est vraiment la mission, on va dire de base de la French Tech, valoriser en fait les porteurs de projets et les entrepreneurs français dans le domaine de la tech dans l'écosystème, de façon à établir une connexion. Et au-delà de ça, promouvoir l'écosystème de San Diego et toutes les opportunités qu'il amène aux porteurs de projets français. Voilà. Donc, on s'intègre aussi dans la mission donc, de la Chambre de commerce, qui est d'établir en fait des connexions et de développer le commerce entre la France et les États-Unis. On est vraiment dans cet axe-là. Et en fait, on a proposé cette French Tech qui est nouvelle, parce qu'en fait, l'écosystème de San Diego, il n'est pas très connu. En fait, quand on parle de Californie, la tech, c'est San Francisco. Ça, tout le monde connaît la tech à San Francisco. En Californie, tout le monde connaît Los Angeles, pas forcément pour la tech, mais plutôt pour l'entertainment ou la French Touch, on va dire, au sens large. Et San Diego, personne vraiment connaît, à part dans le domaine de la biotech, parce qu'il y a un très gros historique dans la biotech. Et en fait, l'écosystème tech de San Diego, il est beaucoup plus large que ça. Il est très riche, il est très dynamique, et on trouve un écosystème vraiment complet qui vraiment gagne à être connu déjà au niveau national américain,
mais surtout au niveau national français. Et là, on a le pont, en fait, et dans la dynamique et la mission de la French Tech Pays Basque, de créer un pont, en fait, entre la France et les États-Unis, et donc entre la French Tech Pays Basque et la French Tech San Diego. Petit aparté, c'est pas du hasard, mais on va dire le Pays Basque, c'est le pays du surf en France. Pas que, hein, il y a les Landes un peu au-dessus, mais le Pays Basque, c'est vraiment connu pour ça. San Diego, c'est aussi exactement le même positionnement. Donc, on a au moins ce point commun, en plus de la beauté en fait, de l'endroit. Le but, c'est aussi de valoriser, donc, comme je vous le disais, cet écosystème et de aussi mettre en synergie et en création de valeur, justement, les deux entités que sont la French Tech et l'organisation de San Diego, parce que les French Tech sont souvent des associations qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, alors que les chambres de commerce ont des équipes, ont des moyens, et donc l'idée, et la chambre de commerce sert toute la communauté francophile de San Diego, et la communauté technologique, ou la communauté tech, c'est vraiment une sous-population en fait, de cette communauté à large. Donc, du coup, on reste aussi dans l'axe de nos missions, mais on va se focuser plus particulièrement sur la caractéristique technologique de San Diego, qui devient la caractéristique prédominante. San Diego, c'est au départ une ville militaire qui a évolué vers une ville de tourisme et qui est en train de devenir une ville technologique et un pôle technologique de premier plan au niveau des États-Unis. Et c'est ça qu'on veut faire valoir. Et ça représente des opportunités à la fois sur l'écosystème San Diego qui sont très importantes, mais comme point d'entrée pour le marché américain aussi assez importante. Et puis, le dernier point, c'est vraiment de travailler en collaboration et en partenariat avec tous les organismes français en fait, qui aident les entreprises françaises à aller vers l'export. Donc, la French Tech, les French Tech nationales, bien sûr, mais aussi BPI, Business France. Et nous, on est le collaborateur local, en fait, parce que nous, on est connecté à l'écosystème de San Diego. On n'a pas la prétention de travailler ailleurs. Par contre, on a la prétention d'être le partenaire local de tous ces organismes qui aident les porteurs de projets plus au niveau national ou macroéconomique américain. Et si le projet fait sens dans l'écosystème de San Diego, on est là pour prendre le relais et aider les porteurs de projets dans leur implémentation. Génial. Donc, on peut compter sur la French Tech San Diego et la Chambre de commerce pour apporter de l'aide à nos entrepreneurs. Absolument. Merci beaucoup, Olivier, pour cette intro. Donc, on va passer à la présentation de chacun. Donc, voilà. Aujourd'hui, on vous propose une table ronde riche et variée avec des entrepreneurs d'un côté qui ont tous les trois des profils très différents, à différents stades de maturité par rapport à leur implantation aux États-Unis. Et puis, on a des experts en implantation. Donc, on a Business France, BPI et la Chambre de commerce de San Diego. Donc, je vous propose de faire un tour de table pour vous présenter. On va suivre l'ordre de l'image, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas de parti pris. Alors, Jean-François, si tu nous entends bien, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, tu commences par la côte Est, en fait. Oui. Bonjour à tous, Jean-François Rumi. Moi, je suis le directeur de la filière technologie pour l'ensemble de l'Amérique du Nord et je suis basé aux États-Unis, à Montréal, pardon, avec une compétence États-Unis, Canada. Très bien, merci beaucoup. Hélène. Ah, on ne t'entend pas, Hélène. Bonjour, oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis la représentante Amérique du Nord et donc chargée de développement export pour BPI France, donc États-Unis et Canada. Et donc, je suis basée à New York et accueillie d'ailleurs dans les bureaux de Business France. Et donc, comme je le présentais rapidement à l'écran, le bureau BPI France aux États-Unis a pour rôle en fait d'accompagner et de soutenir financièrement les entreprises françaises, donc vraiment de la start-up à l'ETI, dans leurs différents projets d'exportation et d'implantation aux États-Unis et au Canada. Très bien, merci beaucoup. Sylvie. Bonjour. Ah, super, top, on vous entend. Super. Donc, moi, c'est Sylvie Alméry, donc directrice de la Chambre de commerce de San Diego et aussi Community Lead de la French Tech à San Diego. Et voilà, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, j'accompagne avec mon équipe les entrepreneurs français dans leur développement dans le sud de la Californie. Très bien. Merci beaucoup, Sylvie. Olivier.
du coup, avec ta casquette entrepreneur. Alors voilà, maintenant, ta caisse d'entrepreneur. Donc, bon, donc moi, je suis aussi fondateur et dirigeant de 2 entreprises dans le domaine de la technologie. Donc toutes les 2 que j'ai créées, co-créées, hein, parce que à Aix-en-Provence, hein, donc je suis plutôt d'origine provençale. Je ne fais pas de surf là-bas, mais il y a d'autres points d'attractivité. Power6 donc, est dans le domaine des logiciels scientifiques pour faire du design de propulsion électrique de voitures électriques. Donc, bien sûr, un gros marché aux États-Unis, à 2 endroits, à Détroit, on va dire berceau du marché automotive américain, et maintenant, depuis plus récemment, 2019, à San Diego, pour servir la Californie, où sont toutes les startups qui créent des voitures électriques et qui rêvent d'être le Tesla de demain. Voilà, donc un endroit stratégique par rapport à mes activités, puisque la deuxième est aussi donc une société aixoise qui a développé son marché américain depuis San Diego. C'est une société de service dans le domaine de la neurologie. On enregistre les signaux électriques des neurones pour tester les effets attendus ou redoutés des médicaments. Donc là, on est dans le domaine de la biotech, hein, pas dans la green tech. Et San Diego est un pôle de premier plan au niveau national américain dans le domaine du drug discovery, douleur et pathologie du cerveau. Donc, il y avait un mode commun très fort sur ces 2 entreprises et on reviendra sur les développements. Il fallait que je vienne, je suis venu et voilà, j'ai sauté le pas et c'est formidable. Je vous raconterai un peu tout ça un peu plus dans le détail. Juste pour vous dire aussi que donc, ces 2 entreprises ont gardé les sièges sociaux à Aix-en-Provence. D'ailleurs, je me trouve actuellement à Aix-en-Provence dans le siège de Power6. Il y a eu des orages terribles, donc on a perdu tout Internet. Je le fais à partir de mon téléphone, donc si la qualité n'est pas terrible, vous m'en excuserez. Et en fait, depuis Aix-en-Provence, on est allé à la conquête des États-Unis au travers de filiales qu'on a créées, notamment à San Diego. Voilà, donc Génial. Donc, évolution naturelle. depuis Aix à la conquête des États-Unis. Merci beaucoup, Olivier. Je laisse la parole maintenant à Manuela. Alors voilà, dédicace spéciale parce que Manuela, c'est la trésorière de la French Tech Pays Basque. Et elle est donc vraiment là, pour le coup, à San Diego, puisqu'elle est en train d'explorer le marché. Donc, Manuela, à toi. Bonjour Mila, bonjour à tous. Donc moi je suis fondatrice de Butterfly. Nous sommes aujourd'hui la première agence au pair en France, qui on va bientôt pouvoir dire aussi en Europe parce qu'on se développe progressivement au Luxembourg, en Belgique, en Irlande. Et je suis venue explorer le marché américain qui est le plus gros marché mondial d'agences au pair. Et historiquement aussi le plus mature. Et donc, pour ça, je suis accompagnée par Sylvie et ses équipes. Et il se trouvait que voilà, je suis là pour une exploration, j'ai envie de dire, assez bref, parce que je suis à San Diego pour 1 semaine. Et je pourrais vous partager voilà, de la façon dont on procède ensemble avec les équipes de la Chambre de commerce de San Diego et donc de la French Tech pour l'exploration de nouveaux marchés. Et pour nous, on est encore tout jeune dans cette démarche-là, mais je comprends vite le goût qu'on y prend. Mais je comprends, j'ai l'impression de comprendre aussi que c'est sympa. Et en tout cas, ça permet de donner la parole du coup à Wilder, qui est entre vous deux, entre Olivier et toi, puisque voilà, il est arrivé il y a quelques années maintenant, mais assez jeune quand même dans cet écosystème. À toi la parole, Wilder. Ah, on ne t'entend pas. Peut-être faudrait débloquer le micro. OK. Super. On ne prend pas l'habitude à chaque fois, c'est moot. Bonjour à tous, merci pour l'invitation d'être ici, de participer. Donc, je m'appelle Wilder Lequeiroz, je suis le managing directeur pour Molb en Amérique du Nord. Je suis en charge aussi pour Molb en Amérique du Sud, donc basé ici à San Diego. Molb, c'est une French design house, donc on travaille beaucoup sur la partie développement et design pour l'industrie automobile à sens large, aussi toutes les transportations. Donc, on a décidé de venir être basé en Californie pour développer, bien sûr, les marchés américains. Les raisons sont similaires, comme Olivier a bien expliqué. Donc, on a différents corps d'activité, comme les corps studio, virtual, digital, engineering, les corps solutions. Nous sommes basés sur 13 différents pays et nous travaillons plus ou moins avec presque tous les OEM en différentes localisations au monde.
Génial. Bah, merci beaucoup, Wilder, pour cette présentation. Donc, voilà, on connaît maintenant tous les intervenants de cette table ronde. On sait ce qu'ils font et qui ils sont. Et donc, avant de vraiment leur poser pas mal de questions, je vais laisser la parole à Sylvie parce que quand on a échangé avec tous les intervenants de cette table ronde, il y a quelque chose qui est vraiment revenu, c'est que si vous voulez partir à la conquête des États-Unis, il ne faut pas oublier qu'un État égale un pays. Chaque État a ses codes, a son fonctionnement. Et donc, il faut essayer de traiter la question des États-Unis par État. Et donc, on a choisi pour ce webinaire la Californie et plus spécifiquement San Diego. Donc, voilà, je laisse la parole maintenant à Sylvie qui va nous proposer un snapshot pour comprendre quel est l'écosystème à San Diego, quels sont les marchés clés, comment ça se déroule. Et ensuite, on posera des questions plus spécifiques aux entrepreneurs et aux experts de l'implantation. Sylvie, je te laisse la parole. Ça marche. Merci, Mila. Donc, moi, je vais juste faire écho sur ce qu'a dit Olivier en introduction. Donc, en fait, San Diego a un super écosystème avec pas mal d'opportunités. Donc, juste pour resituer San Diego, San Diego, c'est en Californie, dans le sud de la Californie pour être précise. Et la Californie, si on devait comparer en fait la Californie à un pays, la Californie serait la 5e puissance économique mondiale, ce qui n'est pas rien. Donc à égalité avec la France. Donc la Californie, c'est un État qui est composé de 40 millions de personnes et c'est l'État forcément le plus puissant des États-Unis. Next slide. Donc la Californie, c'est aussi un État très divers. On pense souvent à la Californie pour ses plages, mais la Californie, c'est quand même assez vaste et on a des paysages qui sont complètement différents. Ça, j'aime bien le préciser parce que c'est important, c'est ce qui compose la Californie. Donc, on a en fait finalement à 1 heure, on va dire, de San Diego, on peut aller à la plage, on peut aller, enfin, à 5 minutes, on va dire. On peut aller à la plage, mais aussi à 1 heure, on peut aller dans les déserts, on peut aller à la montagne. Enfin voilà, les reliefs sont tous différents. Et ce qui est important de dire, c'est que la Californie, c'est l'un des États les plus ouverts des États-Unis. Donc, on a une diversité de population qui fait aussi la richesse de l'État. On parle l'espagnol, l'anglais, mais aussi d'autres langues. Et c'est ce qui fait aussi... Au-delà de la richesse économique, il y a une grande richesse culturelle. Donc, si là, on va refocus sur San Diego. Donc, San Diego, par rapport à sa localisation, la ville offre pas mal d'opportunités parce qu'on est dans le sud de la Californie, on est à 5 heures. Donc, on reste dans la côte ouest, mais la côte est reste quand même facilement accessible. Donc, on reste à 5 heures de vol de Boston, de New York ou de Washington, donc les grandes villes de l'Est. On est aussi à 1h30 de San Francisco en avion, à quelques heures de Los Angeles. Donc, Los Angeles est à 2 heures. Et on est à 25 minutes de Tijuana, donc le marché mexicain qui est aussi très porteur. Notamment depuis ces dernières années avec ce qui s'est passé après Covid et la guerre en Russie. Donc, le Mexique est en train de monter en puissance assez significativement. Et bien sûr, San Diego est à 5 minutes de la plage. Donc, au niveau de qualité de la vie, San Diego, c'est vraiment une super ville. Donc, on a le surf aussi, comme l'évoquait Olivier. Donc, on a cette balance, en fait, vie privée, vie pro, qu'on n'a pas forcément dans d'autres villes parce qu'on peut facilement, après une bonne journée de travail, aller se détendre à la plage qui est facilement accessible. Donc, San Diego aussi est souvent classé parmi les meilleures villes dans différents domaines. Donc, ça peut être dans la green tech parce qu'on a pas mal de sociétés qui se sont développées dans la green tech. On a notamment le siège de EDF, Renewables, qui est situé en fait à San Diego et qui rayonne sur toute l'Amérique du Nord. La ville de San Diego a été aussi élue donc meilleure ville pour monter sa start-up.
Et ça, j'en parlerai dans le prochain slide. Et on est la deuxième plus grande ville de Californie, donc c'est San Diego, et l'une des villes les plus visitées des États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme interne est très important à San Diego et on a pas mal de visiteurs, donc environ 35 millions par an à San Diego, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi un convention center qui attire toutes les grandes conventions internationales. Donc, c'est ce qui aussi permet cet afflux de touristes. Et voilà. Donc, pour parler donc, de San Diego et ses avantages, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage de San Diego, c'est qu'on a plusieurs industries qui sont porteuses. On n'est pas spécialisé seulement dans les biotech. D'ailleurs, je voudrais préciser qu'on est le 3e hub des États-Unis dans le domaine des biotech, mais on a aussi la green tech, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la tech, notamment dans le hardware. On a l'une des plus grandes sociétés de tech à San Diego, qui est Qualcomm. L'industrie du tourisme est aussi très bien représentée, ainsi que la défense. On a aussi des incubateurs, des accélérateurs et des clusters. Donc, pour la biotech, par exemple, ça sera Biocom. Et pour la cleantech, ça sera Cleantech San Diego pour les clusters. Donc, on a vraiment un écosystème vraiment favorable au développement d'une start-up, comme l'avait voté le Forbes, donc le journal assez connu. On a aussi des VCs et des investisseurs. Et aussi, ce qui est important de préciser, c'est que la ville, pour attirer les investissements, va proposer des incitations aux startups qui veulent se développer. Donc ça, c'est à étudier au cas par cas. Mais nous, on peut accompagner sur ce type de dispositif. Bien sûr, San Diego a 2 grandes universités. Donc, on a UCSD, on a USD. Donc, on a un pool de talents qui permet aussi d'aider ces startups à se développer parce que les talents sont présents à San Diego. Donc, comme je l'ai précisé, on n'est pas très loin de Mexico, donc ça peut ouvrir à certaines opportunités, notamment en termes d'économie de coûts de main-d'œuvre et autres. Et on a une qualité de vie qui est quand même sans précédent. Enfin, voilà, comme je l'ai expliqué, on est proche de la plage. Les gens sont très sympathiques ici, très ouverts. Et voilà. Et aussi, ce que j'aime bien préciser, c'est que San Diego a une très belle communauté française. Donc, on a des grandes entreprises françaises qui sont présentes, très discrètes, mais françaises, mais présentes sur le territoire. Donc, on a des entreprises telles que Bolloré, EDF, je l'ai déjà évoqué, on a Safran, Dassault, enfin voilà, les grands du nom qui sont implantés en Californie et qui créent environ plus de 100 000 jobs. Donc ça, c'est quand même assez non négligeable. L'expertise française est très reconnue en Californie et à San Diego notamment. Donc, pour en revenir à cette belle communauté française, donc on a un consulat, une ambassade qui sont très présents et qui sont là vraiment pour servir la communauté. Et on a aussi d'autres associations, dont des non-profits qui sont présentes. Et voilà, donc on a l'Alliance française, on a des lycées ou des écoles françaises, franco-américaines, donc le lycée français. On a l'école, la SDFAS, on a Flamme San Diego, donc dans le domaine vraiment éducatif, culturel. Et on a aussi une association de femmes entrepreneurs francophones. Voilà, on a vraiment un bel écosystème français à San Diego. C'est une grande communauté qu'on estime à 12 000 personnes quand même. Donc voilà. Un grand merci Sylvie pour ce snapshot du coup de San Diego et de cet écosystème qui est riche et bouillonnant. Alors on va passer la parole du coup maintenant à Olivier, du coup pour que tu nous racontes un peu l'histoire de cette implantation, comment ça a germé et surtout comment s'est passée l'arrivée de tes entreprises sur le marché américain. Quels ont été les premiers pas? Est-ce que c'était compliqué? Et puis, comment ça s'est développé? À toi l'honneur, Olivier. On ne t'entend pas. Je sais pas si tu...
parle, je ne vois pas. Et c'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, donc voilà, donc l'histoire elle est assez simple et c'est, je pense, l'évolution naturelle d'une société avec un cœur technologique. C'est que pour ces sociétés-là, le marché américain, à un moment de son développement, de leur développement, devient incontournable, ce qui était notre cas, que ce soit pour Power6 ou pour Neuroservice, même si ça s'est fait à des échelles de temps un petit peu différentes. Mais et je pense que comme beaucoup de sociétés françaises, ce marché est devenu incontournable et on a commencé par l'aborder à distance. Donc, puisque maintenant, il y a quand même beaucoup de moyens, et notamment depuis le Covid, les modes opératoires ont changé, mais on a commencé à le travailler à distance et à développer le business parce qu'il y avait une vraie traction et un vrai écho à notre innovation technologique aux États-Unis. Et l'entreprise s'est développée grâce au marché américain qui a pris une place très importante. Ce qui se passe à un moment, enfin en tout cas c'est notre histoire, c'est qu'on atteint un plafond de verre. C'est-à-dire que au bout d'un moment, travailler à distance, c'est aussi limité dans l'interaction. Ça suppose aussi beaucoup de déplacements, donc il y a aussi beaucoup de coûts, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de... Donc voilà, on atteint un plafond de verre parce qu'on atteint la limite d'efficience en fait, de l'organisation et de ce modèle de travail à distance par rapport à un marché. Et quand on atteint cet état de plafond de verre, ben, on a deux choix. C'est soit on trouve un autre pays puis on fait la même chose là-bas. C'est rare quand même des pays avec un gros potentiel comme ça, enfin aussi ouvert en tout cas que celui des États-Unis. Et où à un moment, bah, il faut prendre la décision, et c'est très important parce que je pense que c'est vraiment une décision qui est capitale dans le développement de l'entreprise, c'est de dire à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et moi, alors j'en profite tout de suite pour le dire, les États-Unis, le rêve américain existe toujours. Je pense que pour un projet entrepreneurial où les États-Unis est un marché incontournable, il faut y aller. Il faut y aller et on a tous les moyens en France, et on va le voir, que ce soit du côté français ou du côté américain, pour aider les porteurs de projets à préparer leurs projets. Et ça, c'est super important parce que si on y va comme ça à la rock'n'roll, on s'expose à beaucoup de risques et ça, il ne faut pas le faire. Par contre, on a tous les moyens pour bien le préparer et pour bien l'implémenter en local. Voilà, donc, et c'est cette préparation et fait correctement. Les États-Unis, c'est encore un marché où tout est possible, et notamment pour les entreprises technologiques françaises. Voilà, donc ça a été notre cas. À un moment, j'ai pris la décision de venir avec mes femmes et enfants ici, parce qu'il fallait que je sois là où ça se passe, il fallait être dans l'écosystème, et ça a tout changé pour le développement des entreprises. C'est-à-dire que mon expérience américaine, elle s'est faite beaucoup par Teams et par Zoom. Mais la proximité, elle est différente. Vous êtes dans le momentum, vous êtes dans la dynamique, et ça change tout. Et du coup, le plafond de verre, on l'a cassé, et là, on est en train de se développer très fort. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. On va reparler des points que tu as un peu abordés là déjà. Mais c'est intéressant de se dire que c'est encore possible et qu'en étant accompagné, ça l'est encore plus. Donc, on va parler de l'accompagnement. Wilder, est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à l'entreprise qui est lyonnaise, si je ne me trompe pas, à quel moment la question des États-Unis est arrivée et comment s'est passée cette arrivée? Donc, pour nous, donc, comme on travaillait déjà à l'international, on était parce que les designs, l'engineering, il s'est fait sur 3 grandes régions, en Asie, en Europe et en Amérique. On n'était pas assez présent aux États-Unis. Donc, c'est à ce moment-là, même les clients qu'on avait déjà sur d'autres régions nous avaient demandé et on a décidé d'y aller. La situation, c'était un peu pareil comme Olivier. Donc, on a démarré en faisant plutôt du remote pour comprendre. Je pense que le Covid, il a quand même pas mal aidé à pouvoir laisser travailler, même avec des sujets qui sont très confidentiels, parce qu'on n'avait pas d'autres solutions. Ça a fonctionné au début, mais après, c'est exactement comme lui a dit. Donc, il faut être présent, il faut faire venir les équipes pour connaître, pour comprendre la culture, pour pouvoir bien faire la communication. Il comprend qu'il faire du business aux États-Unis, il y a beaucoup de choses différentes par rapport à faire les business ailleurs. Go big or go home, you know. Nous avons plusieurs choses dans la communication, ça fait la différence pour décrocher au marché. Il a confiance. Il faut vraiment être capable de développer la confiance. Les tête-à-tête, c'est la meilleure façon de faire ça. Très bien, merci beaucoup. Oui, tu nous disais que la confiance était vraiment importante et que l'accompagnement que vous avez reçu vous avez aidé. Donc, on va en parler tout à l'heure. Manuela, est-ce que tu peux nous dire, voilà, d'où vient
cette envie d'aller explorer le marché américain. Qu'est-ce qui s'est passé qui explique que tu arrives là sur le continent américain et notamment à San Diego? On n'entend pas encore Manuela, peut-être. La réflexion, elle est venue que nous, on a une activité par naissance qui est internationale, puisqu'on met en relation des familles d'accueil et des jeunes de toute nationalité qui veulent, donc sur le marché français, qui veulent vivre au sein d'une famille. Et le concept au pair, c'est un étudiant qui est accueilli pour une période qui peut aller de 1 mois à 12 mois. Il est nourri, logé, blanchi, et en contrepartie, il s'occupe des donc c'est de la garde d'enfants, à raison de 25 à 30 heures par semaine. Donc on travaille avec 20 nationalités qui viennent au sein de familles donc françaises bourgeoises, et on envoie des Français en Australie, en Europe, mais on a beaucoup de demandes de Français qui voudraient partir aux États-Unis, mais aux États-Unis on n'avait pas de partenaire. Donc, en fait, la démarche, elle est venue comme ça. C'était de me dire comment je vais nouer un partenariat avec un acteur américain. Il y a 14 agences au pair aux États-Unis. Les agences au pair aux États-Unis, elles ont entre 40 et 20 ans d'existence. C'est un marché qui est quand même très mature. C'est 50 000 familles au pair aux États-Unis. Donc, voilà, c'est une autre dimension et c'est une autre pratique du service, en fait. Et aux États-Unis, c'est différent. Le concept est le même, mais les jeunes travaillent 45 heures par semaine. Ce n'est pas la même rémunération. Voilà, donc, en fait, dans chaque pays, il y a un statut différent pour l'au pair, mais le concept et le principe à la base est quand même le même. Et pour aller m'adresser à un partenaire aux États-Unis, je me suis tournée vers la Chambre de commerce internationale pour pouvoir être accompagnée. Et la Chambre de commerce internationale de Nouvelle-Aquitaine a contacté les chambres de commerce aux États-Unis. Et donc, c'est comme ça que j'ai été en lien avec la Chambre de commerce de San Diego. Et pour moi, ça avait du sens de choisir une chambre de commerce qui soit en Californie, parce qu'on est basé à Biarritz et que dans notre histoire et dans notre développement, c'est vrai que comme le disait Olivier, le territoire a des points communs en fait. La Californie, elle a des points communs avec le Pays Basque par sa culture, sa proximité en France avec l'Espagne, ici avec le Mexique, par rapport à cet équilibre vie de famille, vie professionnelle, l'ouverture sur le passif, sur les plages, avec voilà, ce mode de vie, la météo. Il y a une culture, je trouve, qui a du sens, nous, en termes d'histoire, en fait, si on veut se développer aux États-Unis. Et donc, les choses se sont faites un peu plus vite que ce que j'imaginais, parce que je m'étais plutôt projetée sur un projet pour la fin de l'année 2023. Et en fait, les équipes de la Chambre de commerce ont contacté les partenaires. Et c'est vrai que pour moi, ce qui a été assez étonnant, c'est de me rendre compte que ma marque était connue aux États-Unis. Ça, c'est une vision que je n'avais pas en étant en France. Et sur les partenaires, j'en ai rencontré plus de la moitié. Donc aujourd'hui, on est en train de construire le mode de... Je suis en train de réfléchir en fait avec l'accompagnement de la Chambre sur quel mode de collaboration et quel mode d'implantation maintenant je vais pouvoir travailler sur ce marché-là. Mais très bien. On entend à quel point la préparation est importante. Et il y a peut-être un autre acteur que tu vas pouvoir toi aussi solliciter bientôt, c'est Business France. Donc, je voulais laisser la parole à Jean-François pour qu'il nous explique justement quel est le rôle de cette préparation, comment Business France accompagne les entrepreneurs, du coup, comme Manuela, qui sont en train de se dire, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a une traction marché, comment je m'y prends, où je vais. Est-ce que Jean-François, tu peux nous en parler? Oui, effectivement, on en a parlé avant l'attraction. Le sujet, c'est la préparation. Donc nous, Business France sur l'Amérique du Nord. Bon, je sais pas s'il y a besoin de présenter les slides nécessairement. Je peux rester sans. Ça D'accord, sera comme plus tu veux. convivial de voir les images. Comme personne n'a présenté, c'est pas un sujet. Mais Pas de souci. ce qui peut être intéressant à rappeler, c'est que effectivement, nous, on est Amérique du Nord, donc on n'est pas géographique dans le sens pays, Canada ou États-Unis. Donc on va vraiment regarder pour une entreprise, quand on est interrogé, quelle va être
a priori le meilleur écosystème par rapport à son domaine d'activité, son domaine de la nature de l'entreprise, la maturité de l'entreprise, son expérience à l'international, parce que effectivement, on a tous en tête les grands points d'entrée que sont New York, San Francisco aux États-Unis, New York traditionnel, San Francisco pour la tech. Et c'est vrai que c'est des écosystèmes qui sont hyper concurrentiels, où trouver sa place, c'est pas évident quand on n'a pas la maturité ou qu'on n'est pas assez gros, etc. Et même pour les gros. Donc, voilà, on va vraiment regarder quel est l'écosystème le plus pertinent. Et comme ça a été dit par Olivier notamment et Wilder aussi, c'est que on l'a vu avec l'exemple de Détroit ou de San Diego pour les deux implantations, pour les deux entreprises. Bah, effectivement, il y a des tiers 2 entre guillemets, c'est pas péjoratif quand je dis ça, aux États-Unis, mais il y a des villes ultra dynamiques qui sont vraiment intéressantes. Et on va regarder si on veut montrer le slide suivant, parce que j'ai repris le dernier rapport qui a été fait sur les écosystèmes startup et ça permet d'illustrer assez bien. Bon, le rappel à droite, en bas à droite, c'est que les États-Unis sont numéro 1, mais ça sans surprise, et que le Canada est numéro 4. Donc, on a en Amérique du Nord deux écosystèmes qui sont très riches. Et on voit ensuite, quand on regarde ces écosystèmes par métropole ou par ville, que bonne nouvelle, San Diego est numéro 9. Donc, ça veut dire qu'elle fait partie vraiment des écosystèmes tech, comme ça a été dit, qui comptent aux États-Unis. C'est pas rien. Et au niveau global, le 22, c'est top, hein. Donc, San Diego se situe devant Paris, d'ailleurs, pour la petite histoire, dans le classement mondial. Donc, c'est vraiment important de situer San Diego, mais c'est de voir que au-delà des trois gros qu'on connaît, San Francisco, New York, Boston, Los Angeles, eh ben, effectivement, on a d'autres écosystèmes qui sont vraiment très intéressants. Et pour une entreprise qui n'a pas une maturité internationale qui est encore folle, je veux dire, avec une présence dans 50 pays, pour être un peu caricatural, mais c'est bien d'être dans un écosystème un peu plus accueillant, on va dire. Et Sylvie en a parlé, c'est que on a aussi des partenaires dans ces villes qui sont un peu moins sollicités, avec des agences de développement économique qui vont être nos partenaires au quotidien, pour la chambre aussi à San Diego, qui vont être aussi faciliter l'atterrissage de ces entreprises, qui vont faciliter l'intégration dans l'écosystème, en plus de ce que pourra faire la chambre, en plus de ce que pourra faire le réseau French Tech et Business France. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Après, pour autant, les grands centres de décision, ils vont rester un peu les mêmes, c'est-à-dire que même s'il y a des évolutions, s'il y a des migrations depuis la Covid vers d'autres villes, certains départs de la Californie vers le sud ou vers le Texas, par exemple, les grands centres de décision, ils ne bougent pas et les écosystèmes, ils sont très riches. Et comme l'a montré Sylvie, moi j'aimais bien là où il y avait la présentation de l'écosystème, parce que dans ces villes, type San Diego, on a un vrai écosystème, c'est-à-dire que on est sur des villes multimillionnaires en nombre d'habitants, et derrière, il y a un gros écosystème avec des gros acteurs, des grosses industries, enfin des acteurs importants dans l'industrie, mais des grosses universités qui sont toujours à la pointe. Franchement, quelle que soit la grande ville aux États-Unis, on a toujours des universités de pointe. Et puis, on va avoir un écosystème qui fonctionne vraiment en écosystème, parce que on est sur une approche business. Et donc, qu'on soit à l'université, que ce soit dans les startups, dans les centres de recherche, etc., ou dans les grands groupes, tous ces écosystèmes, ils parlent et se parlent pour effectivement développer des opportunités business. Donc, la préparation, elle est hyper importante, et c'est la première discussion qu'il faut avoir, parce que cette préparation, elle, elle, euh, elle doit conduire à identifier un petit peu quelle va être un peu, enfin, parce que parfois, quand on est une entreprise française, quand on est dans son écosystème en Europe ou en France, on se dit, bon, bah, j'ai pas vraiment de concurrent en France. J'en ai peut-être un en Europe, mais bon, j'ai pas vraiment de concurrence. Et puis, je pense à une entreprise dans le quantique, donc qui est récente. Là, c'était en décembre à Washington. Il dit, bon, j'ai pas vraiment de concurrent dans mon domaine parce que je suis sur un positionnement particulier. Et puis, il vient à un salon aux États-Unis. Là, il découvre d'un seul coup qu'il a 12 concurrents. Et donc, tout ça pour dire que quand vous dites je n'ai pas de concurrent américain, ils trouvent ça louche. Donc, évitez, expliquez que vous avez fait vos devoirs. Donc, on revient à la préparation, c'est-à-dire que vous avez été regardé dans votre domaine quelles sont les solutions qui sont proposées aux États-Unis, même si elles sont différentes. Il faut avoir en tête quels sont les principaux acteurs
On vous en tiendra pas rigueur si vous connaissez pas les plus petits acteurs, mais en tout cas les deux gros, si vous les avez ratés, même s'ils font pas exactement ce que vous faites, il faut les connaître parce que les Américains, ils vont vous comparer avec leurs références et donc ça va être des grands acteurs nord-américains, ils peuvent être canadiens aussi. Vous, c'est important aussi parce que si vous avez déjà des références en France, il est important de pouvoir transcrire ces références par rapport à des acteurs nord-américains parce que les références françaises, souvent, elles sont pas très parlantes pour un nord-américain. Donc voilà, faire ses devoirs, c'est ça, c'est de regarder un petit peu ce qui est déjà fait sur la concurrence. Ça, c'est le premier point. Et puis après, bah, effectivement, il va falloir aller prendre du feedback auprès de ces écosystèmes pour voir un peu votre solution, comment elle est perçue, avant même de rentrer dans des rendez-vous commerciaux hein, ou de prospects. Mais c'est vraiment de prendre un petit peu de pouls auprès d'acteurs, de professionnels qui vont vous donner un peu de temps parce que c'est la pratique aux États-Unis. Hein. On reçoit de l'écosystème et on redonne par la suite, mais de partager un peu leur avis, de vous challenger et de dire des choses. Et donc ça, c'est très, très lié à l'interculturalité et aux spécificités de l'approche business et culturelle aux États-Unis. Donc, prendre ce feedback est très important parce que ça va vous permettre d'ajuster votre discours commercial par la suite, de regarder un peu le positionnement et ensuite d'aller commencer un peu à tester auprès de certains prospects comment vous allez réussir enfin, de tester comment se positionne votre solution et comment elle est utile ou d'intérêt pour eux. Là, c'est juste provocateur, je vais pas rentrer dans tous les détails de l'approche interculturelle. Vous allez tous les uns et les autres avoir plein d'exemples, mais j'aime bien la pêche et le noix de coco parce qu'au moins ça fige déjà l'image. Donc le noix de coco, c'est plutôt les Français qui sont un peu durs avec une carapace dans l'interaction au démarrage. Et puis bah, la pêche, c'est plutôt les Nord-Américains et nos amis américains qui sont faciles d'accès, avec qui tout est great très rapidement, mais que derrière, quand on veut voilà, Olivier a dit, je suis arrivé en période Covid et faire de la visio pour démarrer sur un écosystème en période Covid et en visio en plus, donc c'est pas simple. Donc les premiers contacts peuvent être bons, mais après il faut passer la deuxième étape et c'est là qu'on trouve le noyau un peu. Et bon voilà, les deux exemples qu'on a sont révélateurs que c'est tout à fait possible. Et effectivement, les États-Unis, ça reste le domaine des possibles. Et surtout, il ne faut pas se donner de limites. C'est-à-dire que les Américains, eux, n'ont pas de limites. Donc voilà, ça c'était très culturel. Donc vous posez pas toutes les questions qui peuvent nous contraindre un petit peu dans notre projection avec des partenaires sur les États-Unis. Le vieux monde, comme le disent les Américains, la vieille Europe, a trop de contraintes. Donc ouvrez-vous l'esprit et ne vous mettez pas de limites pour approcher vos partenaires américains. S'ils vous proposent d'aller dans une direction, restez ouvert. Mais ne dites pas non, je ne sais pas faire. Restez ouvert à toutes les possibilités. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup. J'adore cette comparaison du coco et de la pêche. Je C'est ressortirai tellement ça. vrai. En plus, c'est confirmé. Donc, bah, écoute, merci beaucoup Jean-François. Sylvie, toi, au niveau, voilà, la préparation, elle se fait avec l'aide de Business France, donc sur le côté notamment voilà, concurrentiel, analyse de marché. Vous, au niveau de la Chambre de commerce et de la French Tech, quel accompagnement vous pouvez apporter aux entrepreneurs une fois qu'ils ont le pied un peu aux États-Unis pour justement cette phase plus exploratoire? Bah effectivement, nous, on est complémentaires en fait à Business France et là où Business France va donner une analyse macro, nous, on va être un peu plus voilà, local et on va proposer des services qui vont permettre voilà, à l'entreprise de se préparer, mais aussi de s'implanter. Donc, du coup, nous, notre idée, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur dans toutes ces phases de développement dans le sud de la Californie. Donc, on a une première phase qui peut être informative, donc comme on le fait actuellement d'ailleurs avec Manuela, une market test pour rencontrer des potentiels partenaires, potentiels clients, pour en fait évaluer l'appétence de notre produit
auprès du marché américain, sud-californien. Donc, on a cette phase-là. Sinon, si l'entreprise a déjà fait cette market test et qu'elle sait que son produit va plaire, on va accompagner sur la partie prospection. Ce qu'on a d'ailleurs fait avec l'entreprise Molb. Donc, on a connecté en fait donc notre entrepreneur français donc, qui est Wilder avec des entrepreneurs américains pour justement favoriser, accélérer la vente ou la proposition du service de Molb qui voulait s'implanter donc du coup à San Diego. Donc il y a aussi Neuroservice également, un Neuroservice Alliance a été aidé par la Chambre au démarrage. oui, exactement. C'est ce qui est intéressant dans ce webinaire, c'est que c'est vrai, on a accompagné chaque entreprise qui intervient, donc c'est super pour nous. Donc du coup, on a aussi une phase donc là, c'est vraiment quand l'entreprise a déjà ses clients et qu'elle est en phase d'accroissement d'activité. Donc, nous, on va aider dans la phase ressources humaines. Donc, on va recruter pour le compte de notre client français. On va aussi pouvoir héberger un VIE qui est un super dispositif proposé par Business France. Et on va aussi pouvoir porter leurs salariés s'ils n'ont pas de filiale aux US. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a un réseau sur San Diego, donc un réseau d'experts francophones. Et ces experts francophones vont pouvoir aussi accompagner ces entrepreneurs français dans leur développement, dans les questions qui peuvent se poser, notamment des questions légales, juridiques ou même fiscales. Donc, on va les connecter avec des personnes qui sont crédibles et qui ont bonne réputation, on va dire, sur San Diego, et surtout qui parlent français. Parce que ça reste important. Ouais, ça reste quand même important quand on a des sujets qui sont quand même assez techniques, de pouvoir échanger avec des personnes qui parlent notre langue natale. Ça évite toute incompréhension ou tout malentendu. Et ensuite, à la fin, donc, quand l'entreprise a assez de clients et qu'elle a besoin de s'implanter, qu'elle a besoin de bureaux, donc on peut proposer donc WeStart, qui est un peu notre coworking space, notre petit incubateur ici à San Diego. Et on accueille actuellement des entrepreneurs français, mais aussi américains. Donc, c'est très biculturel et ça permet vraiment le partage d'expériences et l'ambiance est très sympathique et très française et très appréciée justement de nos locataires américains. Donc voilà pour la partie accompagnement de la chambre à San Diego. Ouais, je voudrais rajouter juste une chose par rapport à ça, c'est comme on l'a dit plusieurs fois, nous on intervient en aval d'une phase de préparation et d'un choix qui a été le choix d'un écosystème, hein, on l'a dit. C'est très important. Les États-Unis, c'est un État, un pays, mais même à l'intérieur de l'État, on a dit San Francisco, c'est différent de San Diego, c'est différent de Los Angeles. Donc, il y a une préparation, une décision d'un choix d'un écosystème. Et nous, à partir de ce moment-là, on arrive derrière cette décision-là pour accompagner le porteur de projet à implémenter son projet. Et donc, il y a tous les ensembles et tous les dispositifs que Sylvie a présentés. Mais au-delà de ça, il y a un accompagnement d'expérience, parce qu'une préparation, c'est un petit peu théorique. Après, quand vous devez implémenter, il faut avoir le retour d'expérience des gens qui sont passés par là et qui ont été confrontés et qui vont. Et ça, c'est la mission de la Chambre, c'est d'apporter ce retour d'expérience bienveillant pour partager l'expérience et dérisquer en fait ce projet d'implémentation. C'est-à-dire que même avec une bonne préparation, si vous n'implémentez pas tout à fait bien, et ça c'est difficile de faire de façon théorique, parce que chaque écosystème est différent, il faut partager l'expérience des gens qui sont passés par là et qui ont des expériences ou des trajectoires ou des domaines d'activité équivalents. Et ça, ce qu'on appelle nous faire de la connexion productive pour aider les porteurs de projets à réaliser leur rêve américain, parce que je le dis, et c'est vraiment ce qui nous caractérise tous à la Chambre, on a tous à un moment pris notre billet et on a traversé l'Atlantique. Ça, c'est important. Jean-Jacques Goldman disait dans une chanson que j'aime bien, qui qu'on soit, à un moment, on a été le premier. C'est vrai, nous, à la Chambre, on a tous des histoires différentes, plus ou moins réussies, ce n'est pas le problème, mais à un moment, on est tous pris nos bagages, nos familles, et on est venu réaliser notre rêve américain. Et ça, c'est une expérience, parce que c'est l'acte
qui déclenche tout. Et c'est Mm. peut-être le plus difficile à faire. Et c'est là où la préparation en local de l'implémentation, elle est importante, parce qu'il y a une dimension professionnelle, on en a beaucoup parlé, mais il y a une dimension familiale et culturelle. Il faut faire attention à ça, et c'est vrai que c'est un des avantages de San Diego. San Diego, quand on vient de la France, et notamment du sud de la France, c'est Manuela, je crois qu'il disait, en fait, on est moins perdu qu'ailleurs aux États-Unis. Ça, je vous le confirme. Et c'est important parce que quand vous arrivez, vous prenez quand même un choc, parce que vous êtes aux États-Unis et la dimension business, et le momentum business est complètement différent, il est super excitant, mais vous prenez quand même un choc culturel, hein, la coco et la poire, là. Mais il y a d'autres choses. Et c'est bien d'avoir quand même des repères où on ne se sent pas complètement perdu, quoi. Mm. Et San Diego, il offre cet aspect-là, et donc je pense que c'est bien. Il faut prendre en compte la famille, parce que quand on vient avec sa famille, ses enfants, il faut aussi prendre cette dimension-là, parce que si votre projet il marche super bien, mais votre famille, c'est une catastrophe, votre projet il va en pâtir aussi. Donc il y a une dimension personnelle qui est aussi à prendre en compte, et ça fait partie ben voilà, de ce retour d'expérience. Et c'est là où on retrouve aussi toute la valeur de l'écosystème. Il y a de l'économique, il y a du culturel, il y a du scolaire, il y a tout ça. Et il faut prendre en compte toutes ces composantes-là, mais avec un composante retour d'expérience et plus une approche théorique. Voilà. C'est ça qu'on appelle. C'est super intéressant et c'est hyper rassurant, je pense, pour les entrepreneurs français que d'être voilà, accompagnés par ce cocon écosystème français avec ces échanges qui sont toujours hyper intéressants. Et d'ailleurs, donc, Manuela, je voulais avoir ton retour sur les premiers dispositifs que tu as pu tester avec la CCI, la French Tech San Diego. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a aidé là sur la première étape? On entendra Wilder aussi juste après, justement. Mais en fait, on est parti d'une feuille blanche comme à chaque nouveau projet. Et mon questionnement, c'était de me dire comment je m'adresse à ce marché-là. Et pour trouver des réponses, on a fait des tests. Donc, on a fait un premier test qui a été un test que vous appelez Voice to Customer, où on a organisé un webinaire que les équipes de la Chambre ont partagé au sein de leur communauté et de leur écosystème. Et moi, j'ai proposé nos services directement pour tester en fait la capacité de la présomption que j'avais. Nous, on a des clients entrants en France qui habitent aux États-Unis et qui veulent être accompagnés par nos services. Mais est-ce que c'était finalement une petite miette qui laissait présager que derrière, il y a un plus grand marché, ou est-ce que c'était... j'avais besoin en fait d'avoir des éléments par rapport à ça. Donc, c'est vrai que ce premier webinaire, il a été un élément important. Il y a eu 18 participants. C'est pas mal. Enfin, franchement, je m'attendais à rien, mais c'est pas mal. Avec des interactions intéressantes, avec des gens qui avaient des questions précises et qui voulaient savoir de façon précise quand est-ce que concrètement on pouvait démarrer. Donc voilà, donc ça a été un premier élément de test de marché qui a été important pour nous. Et après, l'autre aspect, ça a été de contacter les agences américaines. Donc il y en a 14, les équipes de Sylvie en ont contacté 10. Et sur les 10, il y en a 7 qui ont répondu de vouloir me rencontrer. Donc, j'en ai rencontré déjà 5, il m'en reste 2. Et sur les premières rencontres, il y en a quand même une qui s'est déplacée hier et qui a pris l'avion, qui est venue à San Diego pour me voir en personne et qu'on puisse parler business. Donc, voilà, les choses, elles se concrétisent aujourd'hui comme ça. Maintenant, on va voir sur quel mode opératoire on collabore et si je passe par un partenariat ou si je peux explorer aussi la phase de m'implanter avec une filiale, parce que jusqu'à maintenant, je me disais que c'était peut-être un peu rapide, mais des échanges que j'ai et des discussions que j'ai, je me dis que faut pas l'exclure de l'analyse et de la réflexion.
Oui. Et donc, c'est chaud en plus. Du coup, ça va être intéressant d'entendre tout à l'heure BPI qui pourra peut-être t'aider dans cette phase de dérisquer cette première partie de création de filiales. On va en parler tout à l'heure. Je voulais entendre aussi Wilder parce que quand on a échangé en préparation de cette visio, tu me disais notamment la problématique d'arriver avec zéro contact, zéro notoriété. Et puis, avoir ce frein de communication aussi. Ils sont très sensibles à la communication, les Américains, et que la CCI avait pu justement t'aider sur cette phase-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Wilder? Oui, c'est parce que bon, on avait démarré déjà avec notre network, mais on a aperçu après avec les temps que la communication, pour s'y communiquer, parce que vous avez parlé que c'est vraiment bien de parler français, je suis d'accord, mais c'est encore plus important de parler anglais américain. Oui. OK? Donc, au moment que tu fais une connexion, l'accent, c'est quelque chose qui fait l'américain déconnecter très rapidement. Et c'est là que la Chambre du commerce, ils ont pu quand même mettre des gens avec les niveaux d'anglais qui a été quand même étudié, ils sont aux États-Unis, ça fait des années, ou même des Américains, qui a bien connecté avec nos clients. Donc, toutes les discussions d'approche, d'accrochage, c'était fait par la Chambre du commerce. Après, toutes les discussions techniques, pas de souci, tu as accent, pas d'accent, parce que ça vient plutôt de l'expertise française. On a déjà accroché, donc ça va se développer très facilement. Donc, c'est là, je pense que la Chambre était vraiment très forte par rapport à la quantité de clients qu'ils ont réussi quand même les réunions, des clients européens comme des clients américains, comme des startups, et les supports qu'il nous a donnés pour, après 1, 2, 3 réunions, décrocher les marchés. Et une chose importante aussi, c'est il y a aussi des marchés qu'on décroche aux États-Unis, mais qu'après, ça vient aussi en Angleterre. Ah Ça, oui, c'est une chose qui est vraiment intéressante parce que les États-Unis, principalement dans le monde automobile, c'est très connecté, principalement sur la partie électrique, lightweight, tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de clients américains qui ils ont aussi des entités en Angleterre qu'on a réussi aussi à développer en Angleterre. Donc, il y a cet effet collatéral que je pense que c'est très positif. Et un autre point aussi que je voudrais quand même parler, je sais que San Diego, c'est déjà très élucidé, mais moi, par exemple, j'ai travaillé à Détroit pendant 2 ans, j'ai travaillé à Chattanooga, Tennessee pendant 3 ans, et j'avais quand même la possibilité de choisir, parce que la Californie, comme vous avez expliqué, entre San Francisco, Los Angeles et San Diego. Et le choix pour San Diego, c'est exactement ça, c'est une ville de taille humaine, OK, qu'on peut s'adapter beaucoup plus facilement parce que les États-Unis, c'est totalement différent par rapport à ce qu'on connaît. Qu'il y a quand même une communauté française, des écoles françaises près de la plage et que tu peux facilement aller à Los Angeles. J'ai beaucoup plus de clients à Los Angeles qu'à San Diego et j'ai fait 1 heure de route en voiture. Et l'avion pour à San José, que j'étais la semaine dernière, c'était 1 heure en avion à San José par l'auto. Donc, c'est vraiment une ville pour la rétention aussi très, très attractive. C'est intéressant, ça. On en parlera tout à l'heure de la rétention, de la fidélisation. Et tu me disais aussi, Wilder, là, une fois qu'on a passé ce cap de la communication, il y a quelque chose qui aide les Français, c'est cette notoriété du sérieux et de la qualité. C'est vraiment vrai, ça? Ouais, c'est vrai, parce qu'en effet, bien sûr, il y a une expertise française, ça a plusieurs métiers différents, mais les Français sont très reconnus par les Américains. Ça dépend, bien sûr, du service, de l'innovation. L'innovation, je pense que c'est encore plus facile parce que c'est quelque chose d'innovant. Vous êtes connu pour les questions intellectuelles, développement. Mais dans les services aussi, si tu parles déjà d'une entreprise française, ça donne déjà un pas en avance vis-à-vis du client. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a aidé beaucoup à développer les marchés parce qu'il y avait cette reconnaissance naturelle sous la marque française. Donc, je pense que vous pouvez quand même exploiter ça de façon à fond parce que ça fonctionne vraiment très bien. Ça, c'est un bon argument, un bon levier du coup qu'on n'ose peut-être pas enclencher ou activer. Et donc, Wilder et Olivier, tu vas nous confirmer, mais sur cette phase de business développement, quand on arrive, c'est quand même cash consuming. Et ça, c'est la petite transition avant de donner la parole à la BPI. Vous confirmez voilà, ce besoin de cash au début, en termes de recrutement, d'investissement, de business développement? De toute façon, les États-Unis, c'est cher.
Tout est cher. Et la Californie en particulier, et bon, San Diego, c'est pas au niveau de San Francisco, mais ça monte tout le temps. Donc il y a une différence de valeur qui est très importante. C'est presque même des fois un peu choquante. Mais donc, il faut le savoir, déjà. Tout coûte beaucoup plus cher. Tout coûte beaucoup plus cher. Et comme vous êtes dans une phase d'implémentation d'un projet, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, il y a une notion de financement, entre guillemets, du fonds de roulement pour lancer la machine et avoir le retour de ses premiers investissements. Il doit bien être appréhendé parce que si on l'appréhende mal, on se trouve très vite en défaut de cash. Et là, c'est le projet qui s'arrête directement. Parce que là, donc, cette phase de préparation du financier, elle est importante. Je ne parle pas ou après comment je le finance, ça c'est autre chose. Mais au moins déjà dans cette phase de préparation, d'être très conscient en fait des constantes de temps qu'il va falloir déployer et du coût que ça va représenter. Parce que les référentiels français et américains sont complètement, et en tout cas californiens, sont complètement différents. Il y a d'autres qui Je sont voulais aller différents. dans le même sens, hein, Wilder. Ouais, c'est vraiment comme Olivier est en train de dire, parce que c'est déjà les niveaux de salaire entre les États-Unis et la Californie, tu vas avoir déjà 40% plus en Californie. Ah oui. Tu vas déplacer quelqu'un à Michigan ou de Coast East vers la Californie, c'est 30%. Donc, déjà là, il y a une grosse différence. Après, si tu vas comparer avec l'Europe, c'est encore 2 fois, parfois 3 fois. Donc, il faut être patient. Il faut vraiment prévoir les BFR parce que ça va venir. Parce qu'après aussi, les services, les produits, les prix de vente ici, ce n'est pas la même chose qu'en Europe, ce n'est pas la même chose que la côte ouest. C'est juste une question d'avoir la notion combien de temps il fallait, 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans d'investissement. Mais à partir du moment que vous allez décrocher les marchés, vous allez voir que les niveaux de profitabilité, c'est vraiment important et ça va permettre quand même de payer les paybacks, ça va se faire de façon vraiment très vite. Et il y a l'investissement et retour sur investissement business, c'est-à-dire de l'action commerciale et du temps. Mais il y a aussi, aux États-Unis, une des caractéristiques, c'est qu'il faut être, enfin, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais en fait, il faut aussi être accompagné par des conseils, parce que le système administratif américain n'est pas du tout coercitif, mais il est très lourd et il est très pénalisant si vous ne le faites pas bien. Ouais. Donc, il faut aussi, sur le côté juridique, enfin, il faut prendre en compte des composantes qu'on ne prend pas forcément à ce niveau d'amplitude et à ce niveau de coût. Voilà, donc, et c'est là où l'expérience locale d'implantation dans ces écosystèmes, elle compte, parce que je pense que même par rapport à, Jean-François le disait, ils ont Business France, ils ont une approche macroéconomique des États-Unis ou du Canada, mais après, on est vraiment dans les dispositifs très, très locaux. Et voilà, enfin, il faut intégrer. C'est là où, à un moment, la composante locale sur l'implémentation dans un écosystème, elle doit aussi être bien préparée et du coup bien financée. Voilà, parce que là, ça peut conduire aussi à des situations un peu personnelles, un peu compliquées, quoi. Un peu complexe. Merci Olivier pour cette transition. On en parlera juste après, justement. Je voulais donner la parole à Hélène pour qu'elle nous donne aussi les clés par rapport à cette phase voilà, d'internationalisation, d'implantation aux États-Unis qui coûte cher et qui est un vrai risque. Alors, est-ce qu'il y a des dispositifs de la BPI pour dérisquer cette phase et accompagner les entrepreneurs à s'internationaliser? Oui, tout à fait. Et en effet, je pense que c'est important de rappeler à chaque fois à quel point un projet d'exportation, même de prospection et implantation sur le marché américain ou canadien coûte très cher, n'est pas du tout comparable à un projet en Europe. Et en effet, c'est le rôle de BPI France. Donc, simplement pour rappel, BPI France, on est la Banque publique d'investissement française. Donc, on est détenu, je vais schématiser, à 50% par l'État français, 50% par la Caisse des dépôts. Et depuis 2016, BPI France, donc en tant que membre fondateur aussi de la Team France Export, aux côtés de Business France et de tous les acteurs économiques du commerce extérieur français. Donc, BPI France a pris son rôle depuis 2016 de faciliter en fait l'exportation des entreprises françaises via un certain nombre de dispositifs financiers, donc que ce soit des prêts, que ce soit des avances remboursables, que ce soit des garanties. Et l'idée est vraiment d'accompagner les entreprises pour leur permettre de dérisquer leurs projets et leur démarche à l'international.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on intervient, BPI France intervient, donc on a mis en place ce qu'on appelle un continuum financier, un continuum international financier. Et l'idée, c'est que BPI France puisse intervenir à toutes les étapes de la maturité d'un projet à l'export. Donc, on peut intervenir très tôt, dès une phase d'innovation ou de co-innovation, par exemple en partenariat avec des institutions américaines ou canadiennes. Mais on va surtout intervenir sur la phase de prospection d'un nouveau marché, donc que ce soit le marché américain ou canadien. On va ensuite pouvoir intervenir après cette phase de prospection, une fois que l'entreprise a confirmé l'intérêt sur le marché et l'appétence du marché et du secteur. On va pouvoir intervenir sur justement cette phase plutôt de croissance, donc post-prospection. Puis, on va pouvoir intervenir également via différentes garanties et assurances, donc pour dérisquer le projet, que ce soit via des assurances change. Donc, l'idée, je mentionne régulièrement l'assurance change aux entreprises françaises parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaissait bien avant sur les États-Unis ou le Canada, mais effectivement, avec la chute du cours de l'euro par rapport au dollar américain et au dollar canadien, c'est un dispositif qui est extrêmement pertinent en ce moment. Et on va enfin pouvoir intervenir sur la phase de création. Donc, vraiment, on est sur un peu presque au bout de 3-4 ans. Donc, voilà, l'entreprise a prospecté, a confirmé l'intérêt de s'implanter sur le marché américain, a des courants d'affaires, a potentiellement signé des contrats commerciaux avec des partenaires américains ou canadiens qui leur demandent en fait une structure ou une entité aux États-Unis. Et donc, BPI France va pouvoir garantir à hauteur de 50% l'apport en fonds propres de la maison mère vers la filiale à l'étranger et donc permettre de dérisquer cette création de filiale en cas de défaillance économique. Évidemment, ce n'est pas l'idée, mais voilà, donc ces différents dispositifs permettent de rassurer les entreprises françaises et de les accompagner sur, on va dire, à des conditions que des banques commerciales classiques ne proposeraient pas forcément. Après, évidemment, on travaille main dans la main avec toutes les banques de la place de marché. Mais voilà, en tant que banque, entre guillemets, de l'État français, de proposer des dispositifs financiers beaucoup plus intéressants et rassurants pour les entreprises françaises. Et donc, sur cette phase de prospection, je vais revenir peut-être sur un dispositif en particulier parce que effectivement, vous mentionnez qu'une prospection, voilà, vous allez brûler en fait beaucoup de cash, de trésorerie. Et c'est vraiment l'idée de l'assurance prospection. Donc, il y a un dispositif que vous voyez à l'écran qu'on a pensé justement comme une avance remboursable de trésorerie pour permettre aux entreprises d'aller tester, prospecter un marché. Donc, la manière dont fonctionne ce dispositif, ce n'est pas de la subvention, mais donc, admettons qu'une entreprise estime avoir besoin, on va dire, de 100 000 € pour aller prospecter un marché. BPI France va pouvoir en avancer 65% de ce montant-là, donc de ces 100 000 €. Et donc, on va pouvoir vous décaisser 65 000 € en 2 temps. Une première fois au début de votre période de prospection. Donc, vraiment, dès que vous allez signer votre contrat avec BPI France, on va pouvoir vous décaisser la moitié de cette somme. Puis, le reste de cette somme, on vous la transmettra à la fin de la période de prospection. La période de prospection, à vous de définir combien de temps vous avez besoin, mais c'est ce que Wilder disait avant, entre 2, 3 ou 4 ans. Donc voilà, cette avance de trésorerie va vous permettre de financer quoi? Elle va vous permettre de prendre en charge, en fait, toutes vos dépenses de prospection sont éligibles à l'assurance prospection. Donc, que ce soit les déplacements, vos déplacements à l'étranger, que ce soit la participation à des salons, que ce soit l'accompagnement, justement, cet accompagnement par des experts, donc que ce soit des missions collectives ou individuelles de Business France, que ce soit
un accompagnement par une chambre de commerce, que ce soit un accompagnement juridique ou par des cabinets de conseil privés, toutes ces dépenses-là vont se chiffrer très vite et très haut et justement sont éligibles à l'assurance prospection. Pour vous donner un peu une idée sur les assurances prospection qu'on valide sur les États-Unis et le Canada, on est quand même en général sur des montants de 150 000 à 200 000 euros que l'on accorde. Que l'on accorde. Donc, évidemment, une assurance prospection n'est pas suffisante, mais c'est un très bon coup de pouce pour vous soutenir dans ces premières années de prospection qui demande en fait beaucoup de trésorerie. Très bien, merci beaucoup Hélène. Hop, je passe la slide. Donc oui, tu nous montres un petit peu l'organisation. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'interviens sur les États-Unis et le Canada, mais on a donc depuis 2016, on a développé donc toute une équipe dédiée à l'international et à l'accompagnement et le soutien des entreprises françaises à l'international. Et donc, on a actuellement 9 bureaux à l'étranger, 4 en Afrique, 1 au Moyen-Orient, 1 en Asie, 1 au Mexique, en Europe, et puis les États-Unis et le Canada. Très bien. Ouais, donc vous êtes bien répartis pour soutenir les entrepreneurs français dans cette démarche. Exactement. Et puis, évidemment, on travaille main dans la main avec donc, tous les acteurs économiques du commerce extérieur français au sein de la Team France Export. Parfait. Donc, je vous invite à noter tout de suite le mail d'Hélène pour lui poser plus tard des questions. Je ne l'ai pas dit en début de session de table ronde. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans le chat et on les traitera bien sûr à la fin. Merci encore Hélène du coup pour la présentation de ces dispositifs. Je pense que Manuela a pris note puisqu'elle est dans cette pleine réflexion de création de filiales. Alors, on commençait à en parler tout à l'heure avec Olivier. Je voulais revenir sur et Hélène, tu pourras nous dire, mais sur cet aspect administratif, réglementaire quand on arrive. Est-ce que c'est compliqué, pas compliqué? Comment ça se passe? Donc, Hélène, tu peux y aller, puis on laisse la parole à Olivier juste après, si tu veux. Oui, alors, en fait, on en revient pour moi à l'un des points les plus importants qui est qu'un projet, en fait, aux États-Unis nécessite absolument d'être accompagné, d'être bien conseillé, et notamment sur les points, je dirais, sur les points juridiques et comptables, et donc qui en fait souvent qui se chiffrent plus haut qu'en France, et puis qui nécessite d'être accompagné par un avocat, qui nécessite d'être accompagné par un expert comptable. Et ce sont vraiment des étapes qu'il faut pas négliger parce que comme Olivier le disait, et peut-être le sait même mieux que moi, ça ne pardonne pas que d'être mal conseillé sur ces points-là. Et en plus, comme vous le mentionnez tous, il faut pas voir les États-Unis comme un bloc homogène. En fait, chaque État va avoir des réglementations différentes. Donc voilà, c'est quelque chose également à prendre en compte. Très bien. Olivier, justement, tu voulais faire ce retour d'expérience qui confirme vraiment ce que vient de nous dire Hélène. Il faut se méfier de cette simplicité comme ça extérieure. On peut même parler de la pêche là pour le coup au niveau administratif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est simple et finalement il faut se méfier parce qu'il y a énormément de déclarations et de timing à respecter. Tu peux nous parler de ton expérience, Olivier? Oui, bien sûr. Effectivement, en fait, c'est très paradoxal parce que en fait, l'administration américaine, elle est très très lourde, très très lourde. C'est un produit où il y a une administration, il y a énormément de déclarations. Enfin, il y a un paperwork qui est très très lourd. Mais par contre, le principe des États-Unis, mais c'est vrai un peu partout, c'est basé sur la confiance. C'est-à-dire que c'est sur l'engagement citoyen, c'est-à-dire que vous êtes censé connaître ce qu'il faut faire et vous le faites. Et l'administration, elle ne contrôle pas beaucoup. Donc, au départ, quand vous arrivez en France où c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'administration, elle contrôle beaucoup et on ne vous fait pas confiance, vous vous dites, c'est cool, parce que finalement, c'est vachement facile, c'est vachement simple, on crée une société en 5 minutes, etc. Bon, ce qui est vrai, on peut le faire. Sauf que si on le fait trop vite, on rate ces étapes de déclaratives, etc. Et si vous vous faites prendre, et ça peut être pas un peu par hasard, enfin, je vais vous raconter une histoire à moi, là, par contre, les pénalités sont très, très lourdes et ils sont intransigeables, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très lourd et c'est très pénible. Et la notion de law enforcement ici aux États-Unis, c'est vraiment ça. C'est vrai, pareil,
vous faites une erreur de conduite sur la route, vous prenez un ticket, ce n'est pas négociable et vous prenez cher, quoi, tout de suite. Donc il y a un aspect facilité apparente comme ça, mais c'est très dangereux parce que finalement, c'est très lourd, c'est très compliqué, parce que là aussi, on revient, ce n'est pas pareil partout. Et si vous vous faites prendre, ça coûte très cher. Voilà. Moi, je vous donne un exemple très concret. On a beaucoup de points communs avec Wilder, parce que moi, on a une filiale à Détroit et puis on est aussi en Californie. Dans le Michigan, on avait des salariés et il y avait tout un ensemble de déclarations RH à faire liées au personnel. Et on utilisait un logiciel qui était censé le faire. Bon, et donc, du coup, on était conforme. Et puis un jour, un salarié est parti et il s'est mis au chômage, enfin, l'équivalent du chômage américain. Et quand il s'est inscrit au chômage américain, l'administration américaine a dit « mais vous n'êtes pas référencié comme salarié ». Alors et pourquoi? Parce que le logiciel qui était censé faire les déclaratifs, en fait, il ne le faisait pas. Et nous, on faisait confiance au logiciel, un peu naïvement. Et bon, juste pour donner l'ordre de grandeur, c'était que du déclaratif, c'est-à-dire qu'on a payé tous nos impôts, etc. C'est qu'on n'a juste pas déclaré quelque chose. On a pris $100 000 d'amende. $100 000. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Et on a essayé de prendre un avocat pour négocier. Bon, ça nous a coûté de l'avocat en plus, assez cher. Et en fait, on n'a pas bon. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça, parce que ça peut vous amener dans des situations un peu d'effet domino, parce que vous n'avez pas du tout prévu ça. Vous prenez des pénalités de cet ordre-là, et du coup, derrière, ça vous met mal, et après, il y a des effets dominos. Donc, mais il n'y a rien de compliqué quand vous êtes conseillé par des gens qui connaissent très bien ça. Et aux États-Unis, c'est une société de conseil. Vous avez des consultants et des conseils pour tout. Et vous avez des conseils pour tout parce que justement, ce référentiel est très compliqué pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Et vous n'êtes pas juste spécialiste de quelque chose, vous êtes spécialiste d'un truc très précis. Mais du coup, il vous en faut plusieurs. Et comme ils sont spécialistes experts, ils coûtent très cher. Voilà. Donc, il faut savoir un peu tout ça sur le côté fiscal, sur le côté RH. Alors justement, très particulier parce que pareil, la disparité des référentiels sociaux est complètement différente d'un État à l'autre. Mais en Californie, on dit aux États-Unis, bah, c'est pas comme la France, on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. Parce que alors là, s'il y a bien un État qui est très proche de la France au niveau social, c'est la Californie. Donc voilà, il y a un référentiel très. Enfin, il faut bien connaître. Voilà. Mais justement, Olivier, je fais une transition parfaite avec la question suivante, où il y a un point qui est quand même très différent entre les États-Unis et la France, c'est le contrat social. C'est ce management, c'est ce lien entre employés et salariés et cette notion de fidélisation du salarié et cette volatilité. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça avec Oui, complètement. Et alors, je voudrais juste avant dire quelque chose qui est hyper important aux États-Unis, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais il faut le savoir, c'est que ce n'est pas du tout un pays ouvert. C'est-à-dire que c'est très compliqué de venir travailler aux États-Unis. C'est-à-dire l'immigration, elle est là pour vous empêcher de venir travailler aux États-Unis. C'est ça la base. Donc, c'est déjà très compliqué d'avoir un permis de travail. Ça commence par là, parce que si vous vous dites je vais faire plein de trucs aux États-Unis, mais vous ne pouvez pas venir travailler. Et là-dessus, là aussi, il ne faut pas rigoler avec ça. Donc voilà. Et l'immigration, j'ai vu qu'il y avait Sophia et Adjira là, bon voilà, il y a des vrais sujets et c'est pas facile d'avoir des visas, c'est-à-dire que c'est pas facile d'avoir des permis de travail. Là aussi, il faut être accompagné par des spécialistes de l'immigration. Chaque cas est particulier, mais c'est compliqué. Bon voilà, je fais faire cette parenthèse, c'est un point important. Non, mais c'est important, c'est important. Le contrat social est là pour les Français et notamment les chefs d'entreprise. Il est à l'opposé de ce que vous avez en France. Enfin, en tout cas, c'est une expérience très, très forte. En France, pour faire très courte aussi, et très schématique et très simplistique. Aujourd'hui, en France, en fait, on voit toujours que la bouteille à moitié vide. Et aux États-Unis, on ne met l'accent que sur la bouteille à moitié pleine, quoi. Donc, si vous avez 1% de plein et 99% de vide, aux États-Unis, on va mettre vraiment le focus sur le 1% de plein. Aux États-Unis, en France, si vous avez 1% de vide, on va vous focuser là-dessus. Donc, la mentalité est complètement différente. Et le contrat social, en fait, il est basé sur une relation win-win. Enfin, on sait, c'est le grand classique, le deal win-win. Mais c'est vraiment vrai aux États-Unis parce que il y a dans nos marchés, parce qu'on n'est plus là dans le domaine de la tech, mais c'est un peu vrai partout, un salarié aux États-Unis, c'est assez facile de trouver du travail. Donc, s'il ne trouve pas, il n'est pas satisfait par ce que vous lui proposez, pas qu'en termes de salaire, mais en termes d'excitation, de projet, de progression de carrière, si vous ne le nourrissez pas par rapport à son projet de développement professionnel, il s'en va. Et lui, il ne va pas demander une rupture conventionnelle ou se mettre en arrêt maladie pendant 6 mois, quoi. Il va vous dire, je m'en vais, et ça va être du jour au lendemain, et il y a 15 jours de préavis.
Donc, il va falloir, quand on arrive aux États-Unis et qu'on doit gérer des salariés américains, il faut prendre conscience que la dimension managériale, elle est complètement différente de celle de la France. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez avoir du mal à recruter des gens, mais vous allez surtout avoir du mal à les garder. Et là, si vous n'avez pas les bons talents, c'est très compétitif aux États-Unis. Si vous n'avez pas les bonnes personnes, votre projet, il ne se développera pas et il va capoter. Donc la composante RH, elle est hyper importante. Et je parle vraiment de la notion de talent, mais ça veut dire qu'il faut aussi travailler son projet pour qu'il soit attractif vis-à-vis des salariés américains pour les avoir et pour les garder. Voilà. Et ça, c'est là aussi, il faut se faire aider. Et il y a beaucoup de retours d'expérience parce que ça ne s'enseigne pas. C'est vraiment du vécu. Et là, je reviens sur la chambre. On a dans tous les domaines économiques divers et variés qu'on couvre, vous avez toujours des gens qui vont vous donner des conseils bienveillants, toujours, et d'expérience qui vont vous aider à appréhender ça. Et je peux vous dire que c'est pas naturel pour un Français parce qu'on n'est pas été formé comme ça du tout. Voilà. Et Wilder, j'ai l'impression qu'il allait en parler aussi en tant que managing director. Ça c'est vraiment très, très clair sur les sujets. La façon de travailler en France, les cadres, la pression, les stress. Voilà. De cette façon, c'est culturel, on tient. Ici, aux États-Unis, ce n'est pas du tout ça. Si on met la même façon de manager qu'en France, on va perdre tous les associés américains. Ça va être très, très vite, très, très vite. Donc, ça, c'est vraiment important. Il faut être quand même accompagné au niveau des RH. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Il faut toujours, c'est jamais, c'est pas bon. C'est toujours, il y a des room for improvement. C'est totalement différent l'approche. C'est totalement différent. Ils sont jamais ils sont mauvais. Il y a toujours à quoi améliorer. C'est déjà là, ça change tout parce que sinon ils sont démotivés. Donc ça, c'est vraiment clair. Il y a des gens qui sont vraiment bons. Il y a des techniciens, des ingénieurs qui sont quand même fantastiques ici. Mais c'est quand même une bagarre parce qu'on va compétir quand même avec des entreprises qui sont très fortes. C'est pour ça que c'est important d'avoir des choses qui a l'intérêt du développement professionnel. Donc, l'opportunité de travailler avec une entreprise française dans un projet innovant, pour l'Américain, ça va être vraiment intéressant. L'échange culturel qu'il va avoir avec la France, avec les Français. Donc, c'est sur ça qu'il faut vraiment jouer. Il comprend la façon qui, pour les Américains, c'est toujours les work-life balance. Toujours work-life balance. OK. Si on pousse trop, on va perdre. Et sur ce sujet-là, il y a aussi un sujet qui est très important parce que on dit ah ouais, mais aux États-Unis, en gros, on fait ce qu'on veut, les lois du travail, blablabla. Bon, c'est pas vrai. Mais il y a deux trucs qui sont très importants à savoir. C'est qu'aujourd'hui, il y a deux sujets avec lesquels les Américains ne rigolent pas, mais vraiment pas du tout. C'est la discrimination et le harcèlement. Mais ce que ça veut dire aux États-Unis, c'est très différent de ce que ça veut dire en France. Et donc, si vous arrivez avec votre vision du harcèlement ou la discrimination française et vous dites, bah ouais, mais moi, j'ai bien compris, je vais faire gaffe, bah, vous faites de travers. Et ça peut vous coûter cher parce que alors là, vous êtes liable et là, ils ne rigolent pas avec ça. Et là aussi, vous êtes, donc du coup, on vous met un procès et là, ça vous coûte très, très cher. Donc, et là, c'est pareil. Rien n'est compliqué. Il faut juste le savoir, être préparé, être bien conseillé. Donc, tout est gérable. Mon but, là, ce n'est pas d'effrayer les gens, c'est au contraire de dire, il n'y a rien de compliqué, il faut juste le savoir. Et c'est là où on revient dans l'implémentation avec des gens qui sont passés par là, qui ont l'expérience, qui vont vous donner ça, parce que ce n'est pas naturel pour un Français, et après, qui vont vous aider à mettre ça en place. Et après, derrière, moi, je suis un fan de BPI, parce que BPI nous a aidés, et c'est une merveilleuse création française. Oui. Je pense que tout le monde devrait nous envier. Et vous avez une solution pour tout à BPI. Et donc, quand vous avez bien défini tout ça dans votre projet, vous avez toutes les solutions voilà, vous avez accès à toutes les solutions grâce à BPI. Mais c'est là où on retrouve toujours cette balance entre il faut de l'expérience pour bien préparer le projet et mettre les bons dispositifs. Et là, on a tout ce qu'il faut entre les organismes en France, Business France, BPI France, les chambres de commerce et toutes ces associations-là. Voilà. Et donc, et je reviens à ce que je disais au début, quand on sait qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on a un projet sérieux et qu'on y croit, et bon, c'est quand même le propre des entrepreneurs, il faut y aller. Il faut y aller. C'est parfait.
C'est le mot d'Olivier pour la dernière, c'est il faut y aller. Et justement, je vais donner la parole à tout le monde pour que vous puissiez donner un conseil et ensuite on répondra aux questions puisqu'on a 2 questions, donc on va y répondre. Alors Wilder, le mot de la fin pour toi, on fait dans l'autre sens du coup. C'est un peu, il faut venir. C'est fantastique. C'est une expérience humaine, professionnelle. Voilà, c'est du rêve américain, mais c'est un peu comme a été dit au début, il faut venir. C'est un marché gigantesque. Vous avez beaucoup à faire ici. C'est amusant, c'est de connaître des gens, des Américains, des nouveaux marchés. Il y a des opportunités énormes si vous avez vraiment du professionnalisme bien préparé. C'est une question du temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir. C'est excellent comme conseil quand on sait que tu es arrivé dans un marché hyper concurrentiel dans le design, notamment automobile et transport. Voilà, d'entendre cet enthousiasme après quelques années, c'est quand même génial, quoi. Manuela, merci Wilder. Merci Olivier. Manuela, quel est le mot de la fin pour toi? Le conseil. Je suis au tout début, mais si j'avais un conseil, c'est de s'entourer. Et voilà, et ce que vous faites avec la French Tech, la chambre de commerce, c'est précieux. Enfin, moi, ça fait partie de mon mode de fonctionnement de travailler en réseau et je sais la qualité et l'expertise de tous ces réseaux. BPI France, Business France, je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir en parler, mais oui, il ne faut vraiment pas y aller tout seul. Et je trouve que le témoignage d'Olivier est super parce qu'il n'y a rien de plus puissant que le retour d'expérience de personnes qui sont passées par là et qui vont nous éviter de faire d'avoir des écueils et de perdre du temps et de perdre de l'argent et de se mettre en difficulté. Donc, on a cette grande chance quand même en France d'avoir une solidarité et des dispositifs qui sont extrêmement puissants. Et il faut surtout le faire avec méthode. Je pense que c'est ça aussi ce que tu disais, Olivier, et que j'ai beaucoup retenu dans ton témoignage. Donc, voilà, ça serait... Merci beaucoup Manuela. On passe la parole à Sylvie à côté de toi pour le mot de la fin. Je vais juste réitérer, effectivement, il faut y aller et il faut être aussi accompagné. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que la France propose voilà, différents dispositifs, différents services d'accompagnement à travers Business France, à travers BPI et les chambres de commerce. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, en cas de besoin, à nous solliciter. Et puis, on est là avec une mission vraiment bienveillante de faire rayonner la France et on est là pour aider. Génial, merci beaucoup. Merci Sylvie. Hélène, je te laisse la parole pour le côté BPI qui est plébiscité ce soir. Ton mot de la fin. Tout à fait. Oui, tout à fait. Pour vous donner simplement une idée, moi, sur les 2 dernières années, sur toutes les entreprises que j'ai rencontrées, peut-être 90% en fait étaient suivis en France par BPI. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va dire les 90 000 entreprises françaises que BPI suit sur le territoire national, l'idée, c'est qu'on puisse également les accompagner sur leur projet à l'international. Et c'est évidemment, c'est le rôle des dispositifs de nos dispositifs qui ont été pensés pour ça et de nos bureaux à l'étranger. Voilà. Et puis évidemment, l'idée, c'est que notre rôle est complémentaire avec celui des autres acteurs de la Team France Export. Et donc, parfait. Merci Hélène. On laisse justement la parole à Jean-François pour conclure ce tour de table de mots de la fin du conseil pour Business France. Oui, merci. Je vais aller évidemment dans le même sens que tout le monde. Il faut utiliser, là pour le coup, Hélène vient de parler de la Team France Export. Et effectivement, ça commence aussi en France, c'est-à-dire qu'il y a des conseillers internationaux dans les CCI et chargés d'affaires internationaux chez BPI France, donc ils sont CCI ou Business France d'ailleurs. Peu importe, ils sont sous le même toit, les mêmes toits en région. Ça commence là pour prendre du conseil là. Et puis, il y a des conseillers du commerce extérieur aussi qui sont dans ces régions qui peuvent partager des conseils utiles ou des retours d'expérience, comme ça a été dit par les uns et les autres. Et puis après, effectivement, dispositifs de prospection, enfin de projection sur le marché, d'accompagnement financier et jusqu'à l'implantation. Nous, on est dans la Team France Export, on est sur l'amorçage.
Alors, on est macro, on peut apparaître macro quand on montre une carte, mais en réalité, on n'est pas macro puisque si je prends le CES pour rester dans la tech, on a quand même 300 boîtes qu'on accompagne sur le CES pour organiser tout ce pavillon France. Donc, on est bien dans le concret. Et là, sur la dernière mission qu'on a organisée, on avait 200 rendez-vous avec une dizaine d'entreprises. Donc, on est bien dans la prospection et dans le dur avec des échecs et des réussites, heureusement. Mais voilà, on est bien micro quand même. Et est-ce que Oui, c'est alors attention, dernière je ne voulais pas question? dire que c'était Ah, pas concret, hein. Je dirais que on va dire, c'était moins local. Quand je dis macro, c'était peut-être plus Ouais, global. C'est moins ouais. local que l'écosystème dans lequel nous on est implémenté. Voilà. Il y a cette- Ouais, et puis Sylvie le sait, c'est que effectivement une bonne précision parce que Sylvie le sait, c'est que quand on rentre dans le local, effectivement, il faut qu'on joue tous ensemble parce que c'est ça qui est intéressant. Et pour ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est quand je parlais de feedback aussi à aller prendre, enfin tous ces feedbacks qui touchent non seulement les professionnels dont on a dit qu'ils étaient indispensables, incontournables, et ce serait une faute professionnelle que de ne pas avoir recours à leurs services. Et je pense aux experts comptables, aux recruteurs, ou en tout cas sur les données RH aussi, parce que la clé quand même du développement aux États-Unis, au-delà des aspects financiers, juridiques et autres, si vous n'avez pas la bonne équipe, ça ne va pas le faire. Et les Américains, comme ça a été évoqué par Wilder et Olivier, c'est pas facile de trouver le bon Américain ou la bonne Américaine pour se développer et que ça performe derrière. Au-delà de la problématique de management, les talents sont compliqués à recruter. Donc, et c'est ça qui va être la clé de la réussite, en fait, hein, la ressource humaine, en fait. la Ouais. ressource humaine. Et est-ce que cette étape dont parlait Olivier, c'est une question du coup, qui me vient là, par rapport au visa, est-ce que Business France aide sur la partie visa ou non, c'est pas dans le scope? Alors, le seul, Permis de non, travail. on va pas intervenir parce que l'immigration est une compétence américaine. Et donc, comme on est rattaché au gouvernement français, on ne pourrait pas intervenir là-dessus. Non, je pense qu'il y a il y a des avocats spécialisés en immigration et il faut vraiment recourir. Là, pour le coup, Sylvie l'a cité tout à l'heure, c'est-à-dire que la Chambre elle-même est capable de faire du portage pour les entreprises lorsqu'elles sont encore en phase de j'y vais pas, je mets déjà un pied, mais j'attends de voir encore un peu pour aller plus loin. Il faut utiliser les services. C'est aussi pour ça que nous, nos VIE, on est ravis de pouvoir les mettre à la chambre aussi, parce qu'ils vont être portés, parce que c'est souvent des entreprises qui ne sont pas présentes physiquement. Donc, Oui. pour nous, le dispositif est très intéressant. Très bien, ouais, le portage au début, c'est une bonne solution, le temps d'avoir le permis adéquat. Alors, on va passer un grand merci à tous, Wilder, Manuela, Olivier, Sylvie, Hélène et Jean-François d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le temps en préparation avant la visio, de m'avoir donné du temps en call préliminaire. Merci beaucoup. Et puis pour ce temps que vous nous accordez aujourd'hui. Alors, il y a 2 questions. On a Sébastien qui dit, voilà, sans aucune prospection, nous sommes sollicités par des entreprises pour développer notre entreprise en Californie. Nous sommes en ce moment en pleine croissance du coup en France. Quel serait le bon accompagnement et quelle stratégie adopter? Qui va répondre? Moi, il n'y a pas de règle générale. Chaque projet est particulier, ça dépend du projet, ça dépend de la maturité, ça dépend de la techno. Enfin, bon, il y a un million de facteurs qui sont tous les facteurs entrepreneuriaux. Il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut aller voir, moi, mon conseil, mais alors, je n'ai juste qu'un conseil et peut-être que les gens ont un avis différent. Je pense que de toute façon, moi, je pense que ça se prépare d'abord en France. Je pense qu'il faut d'abord aller confronter ces sollicitations, solidifier un petit peu le projet avec les services des supports et experts sur ce genre de thématique en France. Voilà, pour déjà se dire, oui, ok, c'est solide ou c'est pas solide. Et si c'est solide, de dire toujours pareil, où c'est le mieux. Et ça peut se faire aussi depuis la France. Après, on peut venir comme Manuela, regarder et voir si effectivement c'est confirmé. Et à partir de ce moment-là, vous prenez une décision d'y aller d'une certaine façon ou d'une autre. Et là aussi, il n'y a pas de règle, c'est vraiment du custom complet. Et en fonction de l'écosystème choisi, vous mettre en relation avec les chambres de commerce, ou enfin en tout cas les supports locaux, pour travailler à l'implantation. Voilà, il y a vraiment 2 phases, c'est la préparation, le choix du landing ground et puis l'implémentation. Voilà. Mais il n'y a pas de règle. Donc, c'est pas parce qu'on est sollicité qu'il faut y aller, c'est pas parce qu'on n'est pas sollicité qu'il ne faut pas y aller. Voilà, ça s'analyse au cas par cas. Très bien. Moi aussi, compléter.
Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Par rapport à ce que je vis, je suis d'accord avec Olivier, il n'y a pas de règle et ce n'est pas parce qu'on est sollicité ou qu'on a la demande qu'il faut répondre. Mais je pense que si on veut y aller, ce qui est intéressant, c'est de se tourner vers un conseiller CCI international localement, là où on est, pour travailler en amont notre cible et notre pricing. Parce qu'en fait, à partir du moment où on adresse un nouveau marché, on adresse une nouvelle cible et notre produit et notre service n'a pas la même valeur sur ce marché-là. Et ça, c'est difficile de l'anticiper, mais c'est important de le préparer parce que ça permet d'être plus fort après dans les échanges. Mais ce n'est pas évident à l'anticiper. Et là, l'expertise d'un conseiller CCI international, elle est quand même super précieuse parce que c'est leur métier et ils ont l'habitude d'accompagner beaucoup de sociétés qui sont passées par là et qui ont ce genre de problématiques. Donc, pour en revenir à ce que disait Olivier dans la méthode de préparation, je pense que cette étape-là, elle est quand même intéressante avant d'aller plus loin. Je corrobore tout à fait. C'est effectivement le réflexe, c'est d'aller en proximité voir son conseiller international de la Team France Export à la CCI qui effectivement fera le premier lien. Et puis, généralement, il y a immédiatement dans la foulée, il y a un point conseil qui se met en place. Et ce point conseil, on est associé et effectivement, alors, sauf cas de niche particulière, mais on a quand même 1600 entreprises qu'on accompagne sur l'Amérique du Nord. Donc, on a toujours plein d'exemples concrets dans le domaine de l'entreprise qui l'intéressent, qui vont nous permettre de dire, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal, ça fonctionne un peu moins bien. Après, pour autant, il n'y a pas de règle. Je rejoins Olivier, hein. Il n'y a pas de règle bien définie. Chaque projet est particulier. Mais en tout cas, ça permet de débroussailler les choses et de voir comment aller plus loin ou si c'est peut-être encore un peu tôt pour l'entreprise, qu'elle a encore des choses à prouver sur le marché européen ou d'autres marchés où elle est déjà en développement pour éviter de se disperser. Parce qu'on l'a dit, venir sur les États-Unis, ça a un coût associé. Et donc, ce coût financier, il ne faut pas que ça mette en danger un développement ailleurs. Et donc, il faut vraiment arriver se projeter quand on est prêt ou on a absolument besoin du marché américain pour accélérer son développement. Oui, ça c'est un point hyper important. C'est là où la vision globale est importante. Exactement. Et du coup, je me suis permise aussi de mettre vos mails, vos différents mails, comme ça, Sébastien pourra vous contacter. Et le dernier mail, c'est notre correspondant de la CCI internationale. Nous, par rapport au Pays Basque, comme Sébastien, je sais qu'il est au Pays Basque, je lui mets. Sophia, deuxième question. Donc, en ce qui concerne la fiscalité, y a-t-il des avantages à s'implanter en Californie plutôt que dans un autre État, au niveau fiscal? Ah. Alors, c'est pas le meilleur des États en termes de fiscalité, hein. Mais c'est pas que la seule raison qu'il faut analyser pour aller s'implanter, comme on l'a dit précédemment. Ouais. Et c'est pareil, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité globale, mais la Californie, c'est quand même pas le meilleur État d'un point de vue fiscal, hein, que ce soit personnel ou professionnel. Et comparé à la France, c'est à peu près… Bah, ça dépend. Parce que la dimension fiscale, elle est aussi… je vous donne un exemple concret. Pour financer un projet immobilier aux États-Unis, moi, j'ai fait des cessions de biens immobiliers en France. Bah, la fiscalité américaine, parce que du coup, je suis résident fiscal américain, parce que la fiscalité américaine est toujours composée de deux composantes. Il y a le fédéral, c'est-à-dire le national, et l'État. C'est la somme des deux, un peu comme au Canada d'ailleurs. Et ben, la fiscalité américaine sur ce genre de transaction, elle est beaucoup plus sévère que la fiscalité française. Ok. Voilà. Oui, donc et après, il y a plein de subtilités où des fois ça peut être… moi, j'étais aussi confronté à un problème personnel sur une taxe, sur un impôt particulier lié à mon statut d'entrepreneur. Il y a une loi qui avait mis en place Trump pour éviter les délocalisations, enfin bref. Et moi, ça m'a failli me coûter mon séjour aux États-Unis, parce qu'à un moment, si je n'avais pas trouvé une solution, et j'ai mis du temps à la trouver, je ne pouvais pas rester aux États-Unis parce que j'étais imposé personnellement sur les bénéfices de mes sociétés. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a quand même des fois, là aussi, le grand mythe de aux États-Unis ou en France, c'est terrible la fiscalité. Je peux vous dire qu'en Californie et aux États-Unis, des fois, la fiscalité, ça peut être terrible aussi. Donc,
Là aussi, il y a il y a du bien et du pas bien. Il faut le savoir. Et par contre, comme dans tout, si vous avez le bon conseiller fiscal, vous trouvez des solutions pour optimiser. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais en tout cas, c'est moins pire. C'est moins pire. OK. En tout cas, Après ça fait aussi, vraiment partie des professionnels auxquels il faut avoir recours, le fiscaliste, comme l'expert comptable, comme l'avocat en immigration, parce que c'est très complexe, c'est lourd, et il ne faut pas faire d'erreur, sinon on est pris par la patrouille et ça coûte cher. Donc, enfin voilà, Wilder, vas-y. c'est juste qu'il y a une chose, bien sûr, il faut regarder les experts, mais qu'on a aperçu, c'est si on va faire du business en Californie, en théorie, il faut tout avoir en Californie. Parce qu'à la fin, les chiffres d'affaires, tout ce qui va venir va être Californie, même si l'entreprise est un autre État, la fiscalité, elle va tomber sur la Californie. Après, ce n'est pas peut-être la fiscalité, mais je sais qu'il y a eu des entreprises françaises qui ont réussi des grants importants pour s'installer ici aux États-Unis parce que c'est lié au green tech, c'est lié à la partie hydrogène, la partie électrique. Donc, il y a des choses, si c'est dans l'essence que la Californie veut vis-à-vis de la réduction d'émissions de CO2, pollution, des choses comme ça, peut-être il y a des choses. Donc, il y a des entreprises françaises qui ont pris très récemment. Donc, il faut juste avoir un expert avec vous pour vérifier les opportunités. C'est intéressant aussi. Les risques et La, les la opportunités. la fiscalité ne doit pas être le curseur pour dire où est-ce que je vais, voilà, d'un prime abord. C'est un élément à prendre en compte une fois qu'on a eu la vision globale de ce qu'on voulait faire, de où sont situés les clients, où est-ce que le meilleur écosystème pour pouvoir se développer. Et après, ça peut jouer pour le choix d'implantation, mais c'est pas le premier critère quand même, parce que sinon, on met pas au bon endroit le curseur, en fait, hein. OK, très très bien. Moi, j'avais juste une dernière question. On n'a pas parlé de la levée de fonds. Est-ce que c'est accessible pour nos start-upers français? Parce que j'avais posé cette question, par exemple, lors du webinaire Berlin. Et clairement, en Allemagne, c'était très compliqué si le siège social n'était pas implanté en Allemagne, eh bien une filiale française ne pouvait pas lever des fonds. Qu'en est-il pour les États-Unis? Est-ce qu'une start-up française, avec le siège en France, peut lever des fonds ou pas? Ça va être très compliqué également. Ah, ouais, c'est compliqué également. Bah, c'est possible, la question, c'est possible. Après, est-ce que c'est dans la pratique courant? Non. Donc, c'est vraiment, même si on a des belles histoires à raconter, c'est quand même la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises qui pensent qu'effectivement, comme les États-Unis, c'est plus de 50% des levées mondiales des VC. La première place, c'est San Francisco. Évidemment, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent, mais sauf qu'un VC, vous allez être en concurrence avec énormément d'autres sociétés dans le secteur qui vous intéresse. Et puis derrière, c'est aussi une question de confiance. Si vous n'avez pas une société américaine, même si votre siège reste en France, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est plus un problème en tout cas. Ça l'a été à un moment donné, mais vous pouvez avoir votre siège en Europe et avoir une structure aux États-Unis. L'important, c'est d'avoir une structure aux États-Unis. Voilà. Pardon. Il y avait un. Non, c'est Non, parfait. non. C'est nickel, nickel. Non, mais c'était important d'avoir le retour. Mais écoutez, un grand merci à tous. Je vous propose juste qu'on se fasse un petit coucou comme ça pour faire le snapshot de la fin. Et puis, ça fait rire tout le monde, génial. Avec un petit pouce. Et merci Nila pour l'organisation de ce webinaire. C'est toujours super et on passe toujours un bon moment. Et voilà, merci beaucoup. Un grand merci Olivier. Je te retourne aussi le compliment, mais c'est avec un grand plaisir. C'est une passion trouver la French Tech et d'avoir envie de connecter l'écosystème, les personnes, créer du lien et surtout du lien qui apporte de la valeur ajoutée. Donc un grand merci à tous. Merci Hélène, merci Wilder, merci Olivier, Jean-François, Manuela et Sylvie. Et Manuela qui nous a mis au tout départ en contact avec la French Tech grâce à son exploration. Donc voilà, ça a fait des petits. Merci à tous et très bonne soirée ici et bonne journée là-bas. Merci à vous. Merci à vous pour l'organisation. Avec plaisir, Mileshker. Ravi de l'échange. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.